Alors, hier, le 29 juillet, on a eu la conférence de presse du FOMC, donc de la Banque fédérale américaine. Et j'aimerais mettre en place, enfin j'aimerais vous montrer un petit peu comment est-ce que moi je gère ce genre d'événement depuis qu'il y a l'IA. Parce que comme vous savez, ce genre d'événements, c'est des événements qui vont impacter tous les marchés, et donc le marché des cryptos. Et je trouve que c'est hyper important un peu de suivre ça, d'essayer d'anticiper, pas forcément d'anticiper ce qui va se passer, mais juste en fait d'avoir une idée euh, dans la direction dans laquelle le marché va. C'est-à-dire que toutes ces conférences, ça peut aider de... Alors, on n'est pas du tout au niveau d'un hedge fund à Wall Street qui va essayer d'anticiper avec des tas de modèles ce qui va se passer dans les prochains mois et tout, et dans les prochaines années. Nous, tout ce qu'on veut, c'est juste avoir une idée à peu près, enfin la plus claire possible. Juste pour savoir, nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on est dans un moment où il faut rajouter du risque dans son portefeuille, petit à petit ou pas, ou est-ce qu'on est dans un moment où il faut plutôt retirer du risque? Parce que nous, en crypto, en fait, on a une chance de fou, qui est que la crypto est hyper cyclique, et entre chaque cycle, elle va faire des performances de fou. Donc en fait, sans vouloir vraiment timer les bottoms ou timer les tops, ce qu'on va faire, c'est juste en fait allouer notre poche de cash différemment en fonction de est-ce qu'on est dans une zone où on a beaucoup retracé et on est proche d'un retournement, ou au moins d'une phase de stabilisation avant un retournement. Donc typiquement, si on prend la charte du BTC, est-ce qu'on est plutôt, alors si on enlève tous les dessins, est-ce qu'on est plutôt dans une zone comme ça ici, où bah voilà, il va pas se passer grand chose, mais par contre ce qui va se passer après ça va être super intéressant, ou est-ce qu'on est plutôt dans une zone comme ça, où bah ok on monte un petit peu et tout, mais on risque de prendre cher prochainement. Et en fait, comme ça, on peut allouer différemment notre portefeuille. On peut aussi voir comment est-ce qu'on prend notre risque, quel type d'actifs on veut détenir. Et tout ça, ce genre de réunion peut grandement nous aider. Le problème, c'est que on n'est pas forcément tous des experts en macroéconomie. La macroéconomie, c'est un domaine qui est hyper compliqué. Du coup, bah, si vous voulez faire comme moi, si vous êtes comme moi, bah alors déjà, vous formez en macroéconomie, petit à petit, ça prend du temps. Et du coup, quoi de mieux dans ces moments-là que d'apprendre de gens qui ont déjà fait cette formation, qui connaissent déjà bien la macroéconomie, et qui nous donnent des superbes informations. Donc un petit peu à la source, bah, c'est tous ces meetings comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est pas juste apprendre de ceci, on va essayer quand même de se confronter au marché. Et donc dans ces cas-là, l'IA peut être super intéressant. Donc en fait, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment est-ce que moi je gère ce genre de... Comment est-ce que vous pouvez gérer ce genre d'informations, même quand vous n'êtes pas un expert en macroéconomie. Et donc je vais vous partager tout mon process qui je trouvais hyper intéressant. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce système, ça m'aide beaucoup, et je trouve ça extrêmement satisfaisant à avoir bah, sur son ordi. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, on va prendre, donc voilà, alors, pour vous montrer vraiment, il y a un transcript en fait de ce genre de conférence qui est ici normalement. Ce que je vais faire, c'est juste prendre le transcript et le donner à l'IA. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui dire analyse-moi ce transcript FOMC. Et en fait, derrière, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un skills qui va prendre ce transcript, l'analyser et essayer de me dire un peu dans quelle direction le marché va. Ça va se baser sur plein de sources bien précises et bah, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, par contre, vous m'excuserez, ce sera en anglais, mais on va essayer de traduire en français. Donc voilà, là, il fait un petit peu ces petits trucs. Bon, ça ressemble pas à grand chose pour le moment. Mais voilà, il va juste analyser et en fait il va aussi chercher dans mes notes certaines informations parce que je prends plein de notes, je regarde plein de podcasts, etc. Et il va juste me retourner bah, des informations et on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, et donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre ce transcript et ça va l'analyser comparé aux autres transcripts
précédent. Donc là on peut voir maintien des taux stable, mais le ton global de la conférence qui est plutôt hawkish, donc hawkish ça va être plutôt comme si resserrer la vis en fait, plutôt dur. Et en fait ça va montrer un peu tout ce qui a changé, parce que c'est un vrai truc d'analyser qu'est-ce qui a changé en fonction des précédents meetings, que ce soit dans le ton, même que ça peut être dans le body language, ça peut être sur le... Parce qu'en gros, ça va être une table ronde avec chacun qui donne son avis, un petit peu voir l'avis de chacun, est-ce qu'il y a des tensions, ce genre de trucs. Parce que tout ça, ça va influencer les politiques monétaires des pays, donc le dollar. Il faut savoir que le mandat du président de la Banque fédérale américaine, c'est de maintenir l'inflation autour de 2%. Alors ça d'ailleurs, petit point sur ça, mais du coup, il disait le 2% donc en juin, d'après les reports de juin, il y avait toujours cette règle des 2% d'inflation, et on voit que dans celui en juillet, ça a disparu. Donc ça le montre. Ça veut dire quand même une certaine perte de contrôle dans l'inflation, ou alors des attentes d'inflation possibles dans le futur, et du coup ils disent déjà, bah en fait, pas sûr qu'on arrive à avoir les 2% aujourd'hui. Alors tout ça c'est mon avis qui ne suis pas du tout un expert en macroéconomie. Donc après je vous invite à faire vos propres recherches bien sûr. Mais là on essaye juste de voir ce qu'on peut faire avec l'IA en fait. On n'essaye pas de prévoir des trucs de fou en macroéconomie. Et donc ça va nous faire un peu un rapport de ce truc. Voilà, on peut voir un petit peu sur quoi il se concentre. Est-ce qu'il se concentre sur l'inflation, marché obligataire, la croissance du marché, le marché du travail, etc. Donc tout ça, ça va nous faire un petit rapport sur ça. Et ça termine en disant où est-ce qu'il y avait de la confiance, où est-ce qu'il y avait de l'incertitude. Parce que les marchés détestent l'incertitude. Donc, quand il y en a, en fait, c'est pas bon. Ce que je fais ensuite, c'est que je demandais à l'IA de faire un peu une synthèse de ça pour que je puisse lui poser des questions. Parce que derrière, après, on peut lui poser des questions, en fait. C'est ça qui est intéressant avec ça. Mais ce que je lui demande aussi, c'est de croiser avec plein d'autres sources. Donc là, il fait son travail tranquillement. Il va analyser dans mes notes un petit peu un petit peu ce qui se dit, en fait. Donc ça prend le temps que ça prend. Donc là, tranquillement, on va regarder TradingView. Ah tiens, ça c'est la notification que c'est fini. Et voyons ce qui nous a pondu. Donc c'est ici. Et donc, alors là, malheureusement, c'est en anglais. Je vais lui demander de le mettre en français. Donc en attendant, j'aime bien regarder le portefeuille quand même. La performance me fait plaisir. En juillet, plus 339$, ce qui je trouve est vraiment intéressant avec un portefeuille de 1500$. Sachant que j'ai commencé avec 500$ à la base et j'ai fait uniquement du liquidity providing avec. Le portefeuille a quand même très bien performé. Je crois que j'étais quand même plus actif. Alors, pas en juin, mais ouais, avril, mai, j'étais quand même bien plus actif. Ici, j'ai pris une grosse perte que j'ai réussi à remonter. Donc là, petit à petit, on break la TH et on continue. Et franchement, pour un BTC qui fait rien du tout, avec des volumes qui sont au ras des pâquerettes, et vraiment il se passe quasiment rien sur les marchés, moi je suis très content de la performance. Surtout que là, ce mois-ci, j'ai pas été super actif. Alors c'est très bien aussi, en vrai, ça sert à rien de prendre trop de positions quand on n'en a pas, quand il n'y a pas de position. Mais du coup, bah voilà, ça fait plaisir quand même. Il faut savoir que ce wallet est public, hein. Si vous vous inscrivez à la newsletter, bah, je vous partage le lien de ce wallet, comme ça vous pouvez le suivre. Et voilà, en fait j'ai fait ça simplement parce que il y a plein de gens qui disaient que c'était du gros mytho, qu'on pouvait pas faire autant de gains, voilà, quasiment x3 sur le wallet. Et que voilà, je partageais que les victoires et pas les pertes. C'est faux, j'ai toujours partagé les pertes. Et comme ça au moins les gens peuvent vérifier en temps réel et en direct. Voilà, donc là c'est fini. Voilà, il a fait en français. Super. Voilà, bon, en fait c'est bien mis en français, donc je vais lui dire update le skill
pour que ça soit tout le temps en français. Voilà, comme ça, ce sera tout le temps en français maintenant. C'est un peu plus compréhensible. Et du coup, on peut voir que, bah alors, ça va faire un petit résumé ici. On voit toujours voilà, ce qui a été couvert. Et donc, va y avoir du coup là l'analyse qu'on a vue tout à l'heure, avec voilà, ce qui est plus ou moins mis en avant, euh, ce qui a changé par rapport au dernier meeting. Et en fait, il va y avoir une section qui est particulièrement intéressante, qui va être bah, tout ce qui est contexte de marché en fait. Et typiquement les narratifs dominants du marché, parce qu'on sait que le marché, en fait, il aime bien se raconter des histoires, quand ça monte ou quand ça baisse. On aime bien chercher une explication, chercher pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse. Et en fait, tout ça, ça permet de comprendre un petit peu ce que se dit le marché. Voilà, est-ce que c'est vrai ou pas? Je vais pas faire un débat philosophique. Il y a des gens qui disent que les marchés, enfin en fait la nature humaine est extrêmement cyclique, le monde est extrêmement cyclique. Du coup, on va pas forcément avoir besoin de narrative en vérité. Voilà, qu'est-ce qui est cyclique? Un exemple tout bête, mais les élections présidentielles, ça va être cyclique. Et quand on analyse les marchés financiers à travers un spectre d'élections présidentielles, on se rend compte que bah, au début des élections, ça se comporte à peu près de la même manière, au milieu des élections, ça se comporte à peu près de la même manière, et à la fin des élections, ça se comporte à peu près de la même manière, et en fait, on a un cycle comme ça qui se répète. Évidemment, c'est pas 100%, ça marche pas, ça fonctionne pas à 100%, et des fois, il va y avoir des moments où ça va bouger. Pourquoi? Parce que les politiques monétaires ou les politiques fiscales vont changer. Bref, tout ça pour dire que parfois il y a des éléments cycliques qui juste font que c'est comme ça. Mais du coup, après, le marché va se dire, oui, mais du coup, il y a l'IA qui a fait beaucoup d'investissements. Il y avait aussi... mince, qu'est-ce que je viens de faire? Voilà, et du coup, en fait, il va y avoir cette phase narrative de marché dominant. Et en fait, ok, je pensais que j'avais supprimé une ligne, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, là, ça va prendre un peu toutes les bonnes idées que j'ai retrouvées, et ça va les confronter à au marché et à ce FOMC statement. Par exemple, un qui est extrêmement pertinent, c'est celui de Benjamin Cohen, qui, en fait, grosso modo, en fait, la veille du FOMC, il avait prédit que en fait, la Fed n'allait pas monter les taux, que le marché, enfin, les obligations d'État à 30 ans et à 10 ans allaient se mettre à monter. Et en fait, en fait, pourquoi est-ce qu'elles auraient monté? En fait, quand elles montent, ça signifie que le marché en fait, anticipe une certaine inflation. Attendez, si je reprends cette truc ici, donc là ça va être mes notes. En fait, euh, c'était dans cette vidéo-là où il disait je pense que demain la Fed ne va pas monter les taux et du coup l'inflation va devenir un peu un problème, et ce qui fait que si le marché anticipe de l'inflation, en fait les bons du trésor, le rendement du bon du trésor est censé augmenter pour équilibrer ça. Et du coup il expliquait que il pensait que le 30 ans allait casser cette ligne des 5,2%. Et si on regarde ce qui s'est passé, en fait, c'est très très intéressant. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc hier, ça a monté, aujourd'hui ça continue un petit peu. Et en fait, le truc vraiment intéressant, c'est qu'on a cassé ce niveau. Regardez un petit peu à quel point ce niveau il est super important. Mais ça fait depuis 2023 qu'on essaye de le casser. Et là, on est vraiment passé au-dessus. Donc, très très intéressant d'avoir ce point de vue ici. Et voilà, ce qu'on peut faire, c'est, tu peux m'expliquer le lien avec cette source. En fait, du coup, ça va prendre toutes mes sources, et en fait, je vais vous montrer un petit peu ça. Ça va prendre toutes mes sources, et donc ça va prendre toutes les idées, un peu toutes les idées, les sujets couverts, un petit peu ce qui était intéressant dans le podcast. On voit que ça s'aligne globalement avec
avec le podcast de Benjamin Cohen, enfin la vidéo de Benjamin Cohen, avec des taux qui sont un peu retardés et qui devraient arriver en septembre. Mais du coup, en fait, la Fed aura agi trop tard et ça, c'est un problème. Bref, en tout cas, ils sont deux à le dire maintenant. Et en fait, ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'on va avoir l'IA qui va analyser des tonnes de données et sur lesquelles on peut poser des questions beaucoup plus précises. Et donc là, on voit potentiellement une fragilité sur l'IA. Et ça, c'est un peu ce qui est en train d'arriver en ce moment. Avec, je crois que si on regarde le Nasdaq, qui a quand même pris assez cher dernièrement. Alors attendez, alors là j'ai que le S&P. Si je vais ici, alors Nvidia, ouais, Nvidia il prend un peu cher, hein. Nvidia, moins 20, oulala, ah ouais, si on prend vraiment depuis les plus hauts, moins 19%. Et bref, moi ce qui m'intéresse c'est surtout le Nasdaq qui est ici. Nasdaq qui a pris moins 9%, ce qui est quand même non négligeable. Bon, vu la performance précédente, hein, c'est pas grand chose, mais quand même. Voilà, donc on voit potentiellement une réaction mixte puis négative si les taux réels montent. C'est à peu près ce que prévoit Benjamin Cohen. Benjamin Cohen, hein, c'est vraiment pas n'importe qui dans le sens où ça fait depuis très longtemps qu'il est bearish, et quand je dis que il est bearish, c'est qu'il a anticipé quasiment tous les mouvements ici. Et franchement, il a super bien géré. Évidemment, il n'a pas tout eu à 100%. C'est le premier à le reconnaître que ça peut aller dans tous les sens. Mais il a quand même cette honnêteté intellectuelle, et en tout cas il essaye, contrairement à beaucoup de gens, il essaye, et il a eu raison sur beaucoup de choses. Donc on va voir, là actuellement on est toujours sous la résistance ici. Alors attendez, si je regarde un petit peu à quoi ça ressemble, on est toujours sous cette résistance ici, on a un peu du mal à passer, ici on voit bien. Donc à voir ce qui se passe. Regardez, là il y a un petit truc intéressant, avec certaines personnes donc dans les market talks c'est toutes mes notes qui parlent du marché. Qui disait que la Fed allait être obligée de monter les taux pour montrer sa crédibilité, puisque en fait le but de la Fed c'est que les marchés aient confiance dans la politique monétaire du pays. Et on voit que ça n'a pas été le cas. Et ensuite on voit que ce que les institutionnels disent quand ils parlent du marché IA, c'est qu'ils parlent de positionnement encombré et un risque d'unwind. Donc un risque d'unwind, ça veut juste dire que les gens prennent leur profit. Donc en fait l'opportunité se retourne en fait. Et on voit que Warsh, lui, il dit quelque chose d'un peu différent. Et j'aimerais bien comprendre un peu, explique-moi la différence entre les podcasts IA et la stance de Warsh. Alors stance, je sais qu'il l'utilise, j'ai pas la définition exacte. Ah, c'est juste la position, ok, très bien. Et donc là, il va juste lire toutes les notes et me faire un petit résumé. Voilà, donc, et donc là, ça va nous résumer les deux. Les deux avis. Et donc on voit que dans les podcasts, enfin en fait les podcasts c'est juste des gens qui opèrent des fonds et qui vont venir partager leur thèse. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça parce qu'ils sont, premièrement, ils se sont déjà positionnés, ils pensent qu'ils ont raison, et du coup, partager leur thèse, ça va aider, ça va faire deux choses. Premièrement, ça va aider le marché à reconnaître qu'ils ont raison si jamais ils ont raison. Et de deux, en fait, s'ils ont raison avant les autres, ça booste un peu leur poids sur les marchés, leur personal brand, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils font ça. Et donc, ce qui ressort pas mal, c'est que les actions IA, semi-conducteurs et tout, c'est des trades qui ont été déjà beaucoup suivis. Et du coup, en fait, c'est pas un moment où ça monte, c'est plutôt un moment où les gens prennent leur profit. Et on le voit, alors je sais pas si je vais retrouver, mais c'est le fond de... Ah, j'ai plus son nom en tête, mais le mec qui prenait des paris de fou, qui faisait des paris de fou sur l'IA et sur les semi-conducteurs, et bah lui, je crois qu'il est en perte de 600 millions. C'était un Allemand, j'ai plus son prénom malheureusement, je sais pas si je vais le retrouver. En fait, j'ai vu un tweet il y a vraiment pas longtemps sur ce mec. Malheureusement, son nom allemand ne va pas me revenir.
Je suis sur le bout de la langue, hein, mais vraiment, je vais pas le retenir. Si je tape 600 millions, peut-être que, peut-être que je vais le retrouver. Alors, hop. Voilà, Léopold Aschenbrenner. Lui, donc, il a beaucoup de positions et enfin, en tout cas, il a un manque à gagner de 600 millions. C'est énorme. Bref, hein. Et en fait, lui, Warsh, il voit ça plutôt comme un problème de politique monétaire. Donc, il va aborder le problème différemment. Et en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, mais c'est comment est-ce que ça impacte l'économie. Voilà, et après, donc du coup, on peut jouer avec ça, on peut poser plein de questions, et donc ça permet de comprendre beaucoup mieux les choses. Et alors, même si on n'aura pas forcément raison sur les trucs, premièrement, on aura une vision qui sera beaucoup plus précise, beaucoup plus complète. Et en fait, petit à petit, le but, c'est de se confronter à la réalité et de voir si on a raison, pourquoi est-ce qu'on a raison, si on a tort, pourquoi est-ce qu'on a tort. Et en fait, comme ça, petit à petit, on va s'améliorer et on va gérer son portefeuille de mieux en mieux et on va juste faire des bons coups. En fait, l'IA, c'est vraiment un outil. Moi, je pense que à chaque génération, il va y avoir des nouvelles opportunités, des opportunités de se démarquer. Et pour notre génération, l'IA, c'est notre opportunité de se démarquer. Il faut utiliser l'IA le plus possible. Alors, le plus possible, ça veut pas dire utiliser n'importe comment, ça veut dire réfléchir à quel système on veut mettre en place, quel système pourrait nous bénéficier, et comment est-ce qu'on pourrait avoir un avantage dans ces systèmes. Et donc tout ça, moi premièrement, c'est mon job à temps plein, et tout ça, c'est des choses que j'explore dans le circuit du profit. Donc le circuit du profit, c'est tout simplement l'endroit où je vais partager un petit peu comment est-ce que j'opère sur les marchés. Il faut savoir que j'ai des stratégies bien en place où je vais faire, donc je vais avoir des stratégies qui génèrent, alors je vais pas faire de moyenne, mais de temps en temps c'est du 50% par an, de temps en temps c'est du 100% par an, de temps en temps c'est du 1000% par an. Alors évidemment c'est pas des stratégies qui vont durer un an, mais c'est des stratégies qui vont durer quelques jours à quelques semaines, et du coup ça fait d'excellentes opportunités. Mais je partage pas que ces opportunités de liquidity providing, je partage aussi comment est-ce que j'opère sur les marchés. Donc il y a une section sur comment est-ce que j'utilise l'IA pour m'aider sur les marchés. Donc vous avez tout mon système, comment est-ce que j'intègre l'IA dans mes notes, quels sont les prompts que je lui donne, quelles sont les actions que je lui donne, quelles sont les directives que je lui demande pour telle ou telle action. Et grosso modo, comment prendre mon système, l'implémenter, vous l'approprier, et après vous pouvez changer un petit peu ce que vous voulez. En fait, juste vraiment, je vous donne mon système. Et en fait, au fur et à mesure qu'il évolue, je le mets à jour, on le met à jour ensemble, on voit ce qui peut être amélioré, etc. Et je pense vraiment qu'on a beaucoup parlé des solopreneurs, donc des entrepreneurs qui vont monter des entreprises qui valent des milliards. On en a eu. Et donc l'IA peut être très forte pour aider à monter une startup, hein. Mais l'IA en fait elle est juste super forte pour analyser énormément de données. Et du coup, sur les marchés financiers, ça peut aussi servir à agréger plein de données, plein d'avis différents et juste en fait avoir un regard qui est beaucoup plus précis sur les marchés. Donc je pense que c'est primordial aujourd'hui d'avoir son propre système IA si on est un investisseur particulier, parce que ça permet quand même de monter son niveau, et par rapport aux investisseurs particuliers qui n'implémentent pas ces systèmes, ça nous donne un vrai avantage sur les marchés. Donc voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas, votre propre système IA, c'est vraiment le moment de s'y mettre. Et ce genre d'action, ça peut être super intéressant et ça peut vraiment aider à comprendre les marchés. Et en fait, on est beaucoup moins... voilà, prenez quelqu'un qui n'a pas ce système, qui n'analyse pas les réunions du FOMC par exemple, et quelqu'un qui comprend pas forcément très bien la macroéconomie, mais qui va avoir ce système IA qui vont l'aider, qui vont l'assister, qui vont lui expliquer des choses, forcément cette personne sera beaucoup plus enclin à performer dans le futur. En tout cas, c'est ma philosophie. Si vous la partagez, écoutez, abonnez-vous à cette chaîne. Je partage plein de trucs, plein d'opportunités. Vraiment, je pense que je partage de superbes opportunités. En tout cas, moi, c'est des opportunités que je saisis et qui font grossir mon portefeuille. Donc, en plus de ça, j'ai un petit portefeuille qui est 100% transparent, comme vous l'avez vu plus tôt dans la vidéo.
et il performe super bien. Donc voilà, si vous voulez suivre un petit peu ses aventures, je vous invite à vous abonner et à regarder un petit peu les liens dans la description. Voilà, il y a des liens où c'est totalement gratuit. Juste, voilà, où ça va être soit du contenu sur l'equity providing, soit comment recevoir des petits airdrops. Voilà, j'ai des petites astuces sur Meteora, notamment pour ceux qui font du liquidity providing. Je vous laisse explorer tout ça et moi je vous dis à la prochaine.